La vie d'une petite ville à Willoughby ne se contente pas de suivre une routine, elle la vénère. Chaque matin commence par la même séquence. Le sifflement des vieux moteurs de camions résonnant sur Main Street, l'odeur du café brûlé du restaurant de Joyce, et le bourdonnement des bottes en acier raclant le béton. Cette ville bouge comme une horloge, et moi, Marcus Klein, 25 ans, les ongles couverts de graisse et un baccalauréat qui pourrait bien être un sous-vert, j'étais parfaitement à l'aise dans ce rythme. Je n'avais pas besoin de surprise. J'avais un emploi stable chez Milner & Auto, un loft au-dessus de Grand S Hardware, et une réputation suffisante pour m'occuper, mais pas au point que les gens attendent plus qu'une poignée de main ferme et un carburateur réparé. Je ne cherchais pas à briser la boucle, mais Clara Davenport est entrée dans le magasin un jeudi après-midi humide, vêtue d'une robe d'été qui n'avait rien à faire dans un endroit qui sentait Axel grise. Ses cheveux étaient relevés en un de ces chignons lâches qui semblaient accidentels, mais qui demandaient probablement un effort. Et lorsqu'elle sortit son téléphone pour me montrer un coupon pour une permutation de pneus, son regard croisa le mien. Noisettes, pas du genre poétique. Ils ne brûlaient pas comme l'or au soleil ni ne brillaient comme des joyaux. Non, ils étaient perçants et savants, le genre de regard qui avait lu plus de livres que je n'en possédais. Et pourtant, il n'y avait aucune trace de condescendance dans son sourire. « Tu es Marcus, n'est-ce pas, le neveu de Grant ?» J'acquiesçai en m'essuyant les mains sur un chiffon qui avait déjà renoncé à être propre. « C'est moi. Il faut permuter les 4 pneus, juste l'avant aussi. Et peut-être que ce bruit de cliquetis. Chaque fois que je tourne à gauche, j'ai l'impression que ma voiture s'étouffe dans ses propres regrets. Je ris, en rangeant déjà la feuille d'entretien dans le presse-papier. Peut-être une barre stabilisatrice desserrée, ou simplement l'univers qui te dit de prendre de meilleures décisions. Elle rit. Pas un petit rire poli, un vrai rire qui lui fit plisser les yeux. Mon Dieu, j'en avais besoin aujourd'hui. Je n'ai pas demandé pourquoi. Pas à ce moment-là. Mais quelque chose dans sa voix qui baissa sur ce dernier mot me donna envie de continuer à parler pour la retenir sous les néons vacillants. Au lieu de ça, je fis mon boulot. Elle était assise dans la salle d'attente, lisant un épais roman à la couverture gondolée, pendant que je fouillais sous le châssis de sa Toyota vieille de 10 ans. 45 minutes plus tard, j'ai trouvé un cliquetis, un bouclier thermique fissuré, et je l'ai fait repartir. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle est revenue 2 jours plus tard en prétendant un bruit bizarre qui n'existait pas vraiment. Je le savais. Elle le savait. Mais aucun de nous deux n'a rien dit. Je lui ai proposé un diagnostic gratuit et elle a proposé d'apporter un café la prochaine fois. Et c'est comme ça que tout a commencé. Café, fausse panne de voiture, et conversation plus longue que ces rendez-vous. À la fin du mois, nous avions bu notre premier milkshake au Reyes dîner, assis sur des tabourets en cuir rouge craquelé, nos genoux se frôlant à chaque fois que nous prenions la crème fouettée. Je me souviens précisément du soir où j'ai su que je tombais amoureux d'elle. C'était un vendredi, l'air était lourd de chaleur de juin, et elle m'avait invité à la lecture de poésie en plein air de la ville. Pas vraiment mon truc, mais j'y suis allé quand même. Clara a lu un poème, pas le sien, mais quelque chose sur les ponts et les silences brisés. Et la façon dont elle le lisait, ses doigts dansant dans l'air comme une ponctuation, me donnait l'impression d'être enveloppé dans du coton. Plus tard, alors que nous étions allongés sur le capot de sa voiture, à regarder les étoiles au-dessus de Willow Bend, elle m'a demandé, « Tu as déjà pensé à partir ?» J'ai secoué la tête. Ça ne sert à rien. Je connais ces routes. Je connais ces gens là-bas. Je serais juste un type avec une clé à molette et sans diplôme universitaire. Elle s'est tournée vers moi. Tu es bien plus que ça, Marcus. Je voulais la croire. Je le crois toujours. Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement glissé ma main sur la sienne et je l'ai serrée comme si le ciel allait m'écrouler si je la lâchais. Une année a passé plus vite qu'on ne pouvait le mesurer. Elle a décroché un poste d'assistante d'enseignement au programme d'été pour les jeunes de la bibliothèque et j'ai pris des heures supplémentaires pour économiser pour mieux que des plats surgelés et des milkshakes au restaurant. On a parlé d'emménager dans un endroit plus grand, avec 2 pièces et une plomberie qui ne grandissent pas comme un animal agonisant. Elle m'a montré des brochures universitaires avec des post-it collés aux pages. Écriture créative, littérature, apprentissage numérique. Elle croyait encore au rêver, d'une certaine manière, elle m'a fait y croire aussi. Les gens en ville murmuraient, bien sûr. Clara était la fille du banquier, l'enfant chéri de Gerald Davenport, et j'étais le mécanicien qui avait réussi de justesse à terminer le cours de trigonométrie. On n'était pas censé avoir de sens, mais on en avait.
Chaque matin, elle me tendait un café, et chaque soir, elle s'endormait les pieds sur mes genoux pendant que je consultais des tutoriels YouTube sur le diagnostic automobile ou la réparation du bloc moteur. Et parfois, dans ces rares moments où tout semblait calme et tranquille, je la regardais et me disais, peut-être que la boucle n'est pas si mal si on a la bonne personne qui tourne avec nous. C'est le problème avec les ornières. Les gens pensent que ce sont des pièges, mais pour moi, Willow Bean n'en était pas un. C'était de la terre. Familier? Peut-être un peu têtu, mais fertile si on savait creuser. Et Clara, elle était la pluie. Elle adoucissait tout ce que je croyais endurci en moi. Avant, je pensais que ma vie ressemblerait à un chemin usé de taches de graisse et de pots d'échappement cassés. Mais maintenant, des roses poussaient dans les fissures de tout cela, et je ne le savais pas encore, mais tout était sur le point de changer. Les mots de Clara me frappèrent comme une grêle sur un toit en tôle. Il faut qu'on parle. Sa façon de le dire semblait sèche, professionnelle, comme si elle s'apprêtait à discuter de nos résultats trimestriels plutôt que de la vie que nous avions construite autour de milkshakes bon marché et de drive-in nocturnes. Elle était assise au bord du fauteuil inclinable de notre loft. Ses doigts tordaient l'ourlet de son cardigan préféré, et je sentais mon cœur s'accélérer. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores poussiéreux, dessinant des rayures dorées sur ses joues pâles, et je savais, sans qu'on me le dise, que plus rien ne serait comme avant. J'ai hoché la tête, avalé le reste de mon café et me suis ressaisi pour les mots que je redoutais déjà. Je suis enceinte. Lorsqu'elle a enfin levé les yeux, ses yeux brillaient dans la lumière. Et j'ai cru un instant qu'elle avait l'air pleine d'espoir. Mais l'espoir était une chose dangereuse quand la vie était sur le point de basculer sous vos pieds. 2 lignes roses, dit-elle, un nouveau battement de cœur grandissant sous ses déchirures. 2 lignes roses et un nuage d'orage se formant à l'horizon. J'ai fermé les yeux et pressé ma paume contre mon front, essayant de m'imaginer en l'homme que je devais être, mais je ne ressentais qu'un sillage creux d'incertitude. Clara a tendu la main vers moi, et la chaleur de sa peau m'a attaché à l'instant où je serais à ses côtés quoi qu'il arrive. Le trajet jusqu'à la cité de Davenport m'a semblé plus long que la semaine qu'il nous a fallu pour vider le grenier et préparer une seule valise. Les valises de Clara en remorque, chargées à côté de la roue de secours de ma vieille Ford, j'ai soudain pris conscience de chaque ornière sur le chemin de gravier, de chaque bosse sous nos pneus. Comme si le monde lui-même s'effondrait sous le poids de notre secret, Clara regardait droit devant elle, les lèvres pincées. Je l'ai regardée, la main posée sur le levier de vitesse, et je me suis demandé si c'était la première véritable épreuve de la vie que nous nous étions promise. J'ai arrangé ma respiration, me rappelant que l'amour ne se mesure pas toujours à l'agréable route et aux conversations polies. Il se mesure à des moments comme celui-ci, où chaque respiration compte. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'allée circulaire, son père nous attendait déjà sur le porche. Monsieur Gérald Davenport avait tout d'un titan de la finance. Veste de costume à larges épaules, boutonnet serré, cravate parfaitement marquée sur la poitrine. Sa voix résonnait devant son portail, franchissant même le seuil. Enceinte d'un pauvre mécanicien. Tu n'es pas ma fille. Les mots claquèrent comme un fouet, et je sentis une vague glaciale de honte et de colère légitime me submerger. Clara ferma les yeux, et lorsqu'ils se rouvrirent, ils brûlèrent d'une flamme que je n'avais jamais vue auparavant. La défiance. Je sortis du camion, la poussière tourbillonnant dans le soleil de fin d'après-midi, et me redressai. Monsieur, commençai-je, mais son rugissement grave me coupa la parole. Tu crois pouvoir faire mieux que ma fille? Tu crois avoir ce qu'il faut pour élever un enfant dans ce monde? Il me pointa du doigt, ses jointures rouges luisant sous la lumière du porche. Mes doigts se crispèrent en poings, mais je les desserrai. Je ne suis pas millionnaire, avouai-je d'une voix rauque mais assurée. Mais je suis son partenaire. Je l'aime et je me battrai pour elle chaque jour. La main de Clara trouva la mienne et je puisai de la force dans sa douce étreinte. Avant que je puisse en dire plus, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement derrière lui. Madame Myriam Davenport. La matrone de la haute société, parée de perles et d'une robe de soie, fit irruption dans le hall. Son regard oscillait entre Clara et moi, comme si elle examinait un tableau qu'elle trouvait déplaisant. Je me préparais au pire, mais rien ne m'avait préparé au fracas du cristal. Un vase se brisa d'un seul mouvement, ses pétales dégringolant comme des soldats blessés sur du bois dur poli. Madame Davenport leva les mains en une supplication silencieuse vers le ciel, les larmes aux yeux. Sortez, hurla-t-elle, la voix brisée par la fureur et le chagrin. Le temps ralentit. La valise de Clara s'écrasa contre la benne du pick-up avec un bruit sourd.
Des pétales de rose brisés s'accrochaient à ses manches, comme des souvenirs de jours meilleurs. Mon cœur battait la chamade lorsque je soulevais le haillon. Chaque mouvement me semblait à la fois lourd et surréaliste. Je grimpais et l'aidais à ranger les sacs autour d'elle, les pédales s'éloignant à chaque changement de vitesse. Elle appuya son dos contre la cabine, le menton haut, et je vis qu'elle n'était pas cassée. Elle était sans limite. Je l'admirais à cet instant. La façon dont ses épaules se redressaient, le léger relèvement de son menton, le feu dans ses yeux qui promettait qu'elle ne laisserait plus jamais personne, pas même ses propres parents, lui voler sa dignité. Je me suis remis sur la route, une oreille à l'écoute du léger reniflement de Clara, l'autre attentive au rugissement de ses parents derrière nous. Elle a tendu la main et l'a posée sur la mienne, et je l'ai serrée, espérant que sa douleur s'envolerait. « On est juste nous maintenant », ai-je murmuré d'une voix rauque. « On va s'en sortir. » Clara a expiré, un léger soulagement, et a posé sa tête sur mon épaule. Les kilomètres s'étendaient devant nous, une invitation ouverte à une nouvelle vie. Pas de beaux-parents à juger, pas d'attente sociale à respecter, juste nous deux et un bébé en route. Lorsque les lumières du loft ont vacillé, le ciel était devenu violet et or. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis descendu pour aider Clara à porter ses bagages. Elle me regarda, les yeux brillants d'un courage inexprimé, et je vis notre avenir gravé dans la courbe de son sourire. Nous entrâmes ensemble, fermant la porte sur le chapitre du jugement et de la trahison. Et je sus alors que la vie ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois, je réalisai que je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Mon loft d'une pièce au-dessus de la quincaillerie grande se transforma rapidement, passant d'un simple palliatif abordable au cœur vibrant de notre nouvelle réalité, où la lumière du jour sentait les boulons neufs et le liquide de frein, et où le clair de lune révélait le catalogue universitaire étalé sur le ventre gonflé de Clara. L'unique fenêtre donnait sur l'allée de gravier derrière la boutique, et chaque matin, je l'ouvrais juste assez pour laisser entrer le cliquetis des clés à molette et le sifflement lointain du train de banlieue. Clara, allongée dans son lit à quelques mètres de là, parcourait les annonces d'aide financière et de cours d'écriture créative pendant que je lassais mes bottes de travail. Le matelas s'affaissait au milieu à cause de trop nombreuses nuits blanches, et la kitchenette arborait un plan de travail taché de soupe renversée et de vin rouge bon marché. Pourtant, entre ces quatre murs, nous avions construit plus qu'un abri. Nous avions bâti une promesse. Chaque aube, je descendais chez Mineres Auto au Grand S Hardware. Chaque crépuscule, je montais l'étroit escalier, le cœur battant de soulagement que Clara et moi soyons encore en un seul morceau, tenant bon. La nouvelle se répandit à toute vitesse, et bientôt le cœur des murmures de la ville s'éleva chaque fois que je remorquais la Toyota cabossée de Clara chez elle ou que je l'aidais à franchir la porte d'entrée grinçante. Mais une poignée d'anges s'avança, abandonnant étiquette et convenance en notre faveur. Madame Pénélope Grant, propriétaire de la quincaillerie sous notre loft, fut la première. Sans un mot de jugement, elle commença à glisser une soupe maison au poulet et aux légumes dans la boîte aux lettres chaque mardi soir. Un bol réchauffait le ventre de Clara et nous rappelait que la nourriture pouvait venir de bien d'autres façons que l'argent. À l'aube, Skyler, le barista de nuit du Reyes Dîner, m'accueillit avec un café noir sans sucre gratuit. Parce qu'elle disait, tous les parents méritent un petit coup de pouce, surtout quand ils s'apprêtent à entamer une vie de nuit blanche. Je m'arrêtai à sa fenêtre, la buée montant dans l'air froid, et murmurai un merci qui ne semblait jamais assez grand pour masquer sa gentillesse. Même Toby Ramirez, dont j'avais toujours refusé le billard du vendredi soir, proposait de me remplacer les jours de faible activité pour que je puisse conduire Clara à ses rendez-vous. La clinique du docteur Fional était à 1 heure de route, nichée entre des champs de maïs qui s'étendaient comme des océans sous le ciel. Nous entrions et sortions discrètement de la salle d'attente pour que personne en ville ne découvre notre histoire. Dans ce silence clinique, Clara était assise, les mains croisées sur son ventre, et je la surveillais comme une gardienne, calmant son anxiété chaque fois que l'échographie projetait des images de notre fils. Le docteur là, douce et imperturbable, qualifiait Clara de patiente modèle et moi de partenaire modèle. Des expressions si étranges que j'ai dû ravaler mes mots avant qu'ils ne s'installent dans ma poitrine. Elle m'expliquait chaque examen, chaque risque et chaque mesure qu'elle recommandait pour protéger notre bébé. Personne, hors de cette pièce blanchie à la chaux, ne savait que nous étions là, mais chaque résultat de test m'arrivait comme un pacte. Je remuerais ciel et terre pour protéger notre fils. Les rumeurs en ville ne cessaient pas. Certains racontaient les origines mondaines de Clara dans mes vêtements tachés de graisse, projetant de longues ombres sur le parquet fissuré de notre loft. Pourtant, dans cet espace exigu, empli du bourdonnement d'un radiateur vieillissant et d'une vague douleur d'incertitude,
nous avons découvert des profondeurs d'amour auxquelles nous ne nous attendions pas. Quand Clara était trop fatiguée pour rester debout, je m'agenouillais près de la bouilloire sur le petit réchaud, remplissant des tasses de thé et ajoutant du miel à la cuillère. Elle s'appuyait contre le mur écaillé, la vapeur embuant les bords de ses lunettes de lecture, et nous parlions de prénoms. Noah, nous avons accepté parce que cela signifiait repos et refuge, et de la vie que nous lui offrons. Une vie fondée sur le travail acharné et la communauté plutôt que sur les privilèges. Un matin glacial de novembre, je me suis à peine réveillé lorsque Madame Grant a frappé à la porte métallique, son souffle créant de petits nuages dans le couloir. Elle me tendit une couverture fraîchement lavée et dit, « Pour vous deux. Vous en aurez besoin. » Clara et moi l'étendîmes sur le matelas affaissé, le tissu sentant la lavande et le pays. Cette même semaine, Skylar nous fit la surprise d'une carte cadeau pour le RES dîner avec la mention « Crêpes gratuites pour deux à tout moment ». Toby glissa une enveloppe dans la poche de ma veste. Elle contenait des billets pour une collecte de fonds à la bibliothèque, avec service de garde d'enfants, afin que Clara puisse assister à un atelier sur l'équilibre entre parentalité et études supérieures. Ces gestes n'étaient pas grandioses pris isolément, mais ensemble, ils formaient une toile de soutien qui nous empêchait de nous effondrer. Chaque soir, après l'extinction de l'unique ampoule du loft, je restais éveillé, écoutant la respiration de Clara et le bourdonnement lointain de la ville qui s'endormait. Je repensais au jour où je lui avais tenu la main pour la première fois dans cet atelier de réparation. À la façon dont nos habitudes étaient devenues un terreau fertile pour les roses. Et maintenant, à la façon dont ces mêmes habitudes nous guidaient vers un avenir que nous osions appeler nôtre. Demain, je serai de retour sous le capot d'une voiture. Mais ce soir, tandis que je suivais les courbes du ventre de Clara et murmurais des promesses à notre fils à naître, j'ai senti quelque chose de plus profond prendre racine. L'espoir. Et dans ce petit grenier grinçant au-dessus de la quincaillerie de Grant, l'espoir était le moteur le plus puissant que nous ayons jamais connu. Un blizzard de janvier accompagne notre fils dans le monde, transformant la familière route 9 en un ruban blanc glissant qui met à l'épreuve toute notre foi. Je me souviens du vent hurlant à travers la vitre fissurée de notre Ford tandis que je serrais le volant, les jointures blanchissant, tandis que Clara s'appuyait contre la portière passager, le visage pâle mais déterminé. Des flocons de neige claquaient contre le pare-brise, brouillant ma vision. Et chaque fois que j'appuyais sur le levier d'essuie-glace, le balai luttait pour dégager la neige comme un chevalier luttant contre une avalanche. Clara respirait par à-coups, par allaitements pressants, et je sentais le temps s'étirer et se fracturer autour de nous. À cet instant, j'étais à la fois mécanicien et chauffeur, terrifié et déterminé, sachant que desserrer des écrous de roue et souder des tuyaux d'échappement ne suffirait pas à nous redonner une seconde vie dans une tempête qui semblait déterminée à nous ensevelir tous les deux. Lorsque nous avons franchi la limite de la ville, les lampadaires brillaient à travers la neige comme des phares lointains, mais les routes étaient déneigées et dangereuses. J'ai rétrogradé en deuxième, j'ai fait avancer la Ford en priant pour que les pneus tiennent le coup. La main de Clara a trouvé la mienne, et sa prise était féroce, si serrée par le désir que les muscles de sa paume me transperçaient le cœur. « Marc » a-t-elle murmuré d'une voix rauque. « Ça arrive. » À ces mots, la voiture a fait une embardée sur une plaque de verglas cachée, et j'ai juré dans ma barbe, en remettant le volant au centre. Je l'ai regardé, ses cheveux plaqués sur son front par la sueur et le gel, et ma poitrine s'est serrée de peur et d'effroi. C'était notre creuset. Pas de loft chauffé, pas de bol de soupe réconfortante, pas de couverture chaude pour nous envelopper. Juste la neige, le vent et la force irrésistible de l'enfant qu'elle portait. Nous avons franchi les portes battantes de l'hôpital communautaire de Willow Bend comme des fugitifs, emportant neige et adrénaline. L'infirmière du triage s'est précipitée en avant, les yeux écarquillés mais fermes, tandis qu'elle nous guidait vers la maternité. J'ai ressenti un étrange détachement, comme si je m'observais dans un coin de la pièce, retirant ma salopette tachée d'huilé. La jetant sur une chaise pendant qu'on conduisait Clara à l'intérieur. Je restais planté là, mes bottes de travail crissant sur le linoleum, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait se libérer de ma poitrine. Un médecin a glissé un thermomètre sous la langue de Clara et a murmuré des instructions. Je l'ai à peine remarqué. Tout s'est déroulé dans un flou. Le bruissement des feuilles de papier, la fermeture éclair des gants en plastique, le faible bourdonnement des néons luttants pour rester allumés dans la nuit hivernale. Puis les contractions sont arrivées comme des gladiateurs chargeant nos défenses. Chacune me rappelait que Clara était plus forte que n'importe quel coup de vent ou préjugé. Je restais à ses côtés, les mains tremblantes, essayant de la réconforter là où cela semblait absurde. Je posais une main fraîche sur son front, lui offrais des gorgées d'eau, récitais sans cesse les mêmes phrases. « Tu es formidable.
Respire avec moi. Je te tiens. Mais son regard, fixé sur un point lointain derrière moi, reflétait un courage que je ne pouvais égaler. L'infirmière Ramirez, les bras comme des bandes d'acier, guidait Clara à chaque poussée, sa voix calme malgré la tempête extérieure. Chaque expiration était un défi pour Clara. Chaque inspiration une déclaration que notre fils n'attendrait pas une seconde de plus. Pendant ces minutes qui me semblaient une éternité, je regardais Clara s'abattre, la sueur perlant sur ses vers. Les mains gantées du médecin se déplaçaient avec une grâce experte, et je ne pouvais qu'imaginer le miracle se produire derrière le champ chirurgical bleu. Puis vint le premier cri. Un cri si brut et si parfait que le monde sembla soudain basculer vers son axe. J'ai fermé les yeux à ce son, retenant des larmes que je ne soupçonnais pas avoir en moi. Une infirmière emmitoufla le minuscule corps dans une couverture rose à rayures et le plaça sur la poitrine de Claire. Il était glissant, trempé, tout en cou des genoux. Mais dès qu'il ouvrit les yeux, je sentis un déclic en moi, comme si j'avais été jusque-là une demi-personne. Son cri résonna dans la pièce, couvrant l'orage. Et je compris que c'était le coup de tonnerre que j'attendais. Vêtu encore d'une salopette tachée d'huile sous une blouse d'hôpital empruntée, je m'avançai, les mains tremblantes, et coupai le cordon ombilical. La lame glissa facilement, et pendant un instant, je me figeai, fixant le lien vital qui l'avait attaché à Clara, ce même lien qui avait bouleversé nos vies et nous avait ancrés dans une nouvelle réalité. Je retins mon souffle jusqu'à ce que la rupture soit complète, puis tendis délicatement les ciseaux au médecin. Clara tourna la tête vers moi, les yeux brillants de larmes et de soulagement. « Nous sommes une famille maintenant, murmura-t-elle, d'une voix si tendre qu'elle brisa le vernis de toutes les peurs que j'avais jamais eues. Et dans cette simple déclaration, j'ai senti tous mes doutes s'envoler. Lorsqu'ils l'ont déposé dans mes bras, leurs petits poings serrés autour de mon doigt, j'ai été frappé par l'absurdité et l'émerveillement de tout cela. Les vagues du hasard qui l'ont conduit jusqu'à ce petit couple en haillons dans un hôpital enneigé. La géologie de nos vies façonnées par chaque choix, chaque chagrin et chaque triomphe qui ont mené à cette seconde. Je l'ai bercé doucement, sentant sa poitrine se soulever et s'abaisser contre la mienne, et j'ai pensé à la soupe de Madame Grant, au café de Skyler, au changement de quart de Toby et à la foi inébranlable de Clara en un rêveur taché de graisse. Tout cela avait culminé dans cet instant de pure possibilité. Dehors, le blizzard faisait rage, mais dans cette pièce, le temps s'était arrêté. Je me suis penché et j'ai pressé mes lèvres contre la tempe de Clara, puis je me suis tourné vers notre fils, Noah Marcus Klein, dont le nom était gravé dans les moindres détails, un havre de paix après le déluge. Je lui ai promis une vie au-delà des ornières et des roses, un chemin. Nous construirions pierre par pierre. Et tandis que Clara et moi échangions un sourire qui exprimait l'épuisement, l'euphorie et un amour indéfectible, je compris qu'aucune tempête, aussi furieuse soit-elle, ne pourrait jamais surpasser le miracle auquel nous venions d'assister sur la route 9. Le sommeil était devenu une rumeur, un vague souvenir d'avant que Clara et moi troquions notre réconfort contre les manuels scolaires et les berceuses nocturnes. Chaque soir, après que la dernière clé à molette ait sonné chez Milner & Auto et que l'enseigne de la quincaillerie se soit éteinte, je montais l'étroit escalier menant à notre loft, la colonne vertébrale raide et l'esprit vif. Le loft sentait l'huile, le papier et le potentiel. Clara était allongée sur le matelas affaissé, des manuels empilés comme des blocs de construction à ses côtés, un guide d'introduction au codage, un livre sur la conception d'applications et un autre intitulé « L'entrepreneuriat pour tous ». Notre fils Noah s'endormait dans son berceau au bourdonnement du ventilateur de mon ordinateur portable tandis que je tapais du code dans la toile vierge de Visual Studio. Mes doigts me semblaient étrangers au début, plus habitués aux sockets. Des clés à molette plutôt que des points-virgules. Pourtant, chaque frappe portait l'espoir que l'avenir de notre bébé serait pavé de plus que du courage et de la bonne volonté. Lorsque le froid de l'automne s'insinua par la fenêtre entrebâillée, j'avais appris par moi-même suffisamment de Python et de JavaScript pour créer un prototype rudimentaire, une application qui suivait les plannings d'entretien du matériel agricole. Les agriculteurs de Willow Bend vivaient de rituels, de vidange à 6 mois, d'inspection de bâtiments après 1000 heures de fonctionnement, mais ils griffonnaient encore des notes sur du papier brouillon ou essayaient de se souvenir des dates. Mon application, que j'avais baptisée avec insolence FilFix, envoyait des notifications push lorsqu'un outil devait être révisé, enregistrait l'historique des réparations et cataloguait même les pièces avec des codes barres scannés par l'appareil photo d'un smartphone. En théorie, cela paraissait simple. En pratique, développer l'interface, corriger les erreurs et migrer les données d'une base de données SQLite locale vers le cloud était comme souder un bloc moteur les yeux bandés. Les nuits tardives se fondaient dans l'aube.
Clarisoft ronflait une berceuse tandis que je plissais les yeux sur des lignes de code qui refusaient de compiler. Pourtant, les progrès étaient fulgurants. Madame Grant me rappelait joyeusement chaque mardi de manger autre chose que des barres de céréales. Skyler offrait des recharges gratuites de Day-Off, ce qui alimentait mon spray de revêtement nocturne. Toby Ramirez apportait une assiette de nachos du restaurant de Ray, puis s'éclipsait avant que j'aie le temps de payer. À chaque geste, notre ville nourrissait la petite start-up qui grandissait dans notre loft en stratifie. Il ne demandait pas de participation ni ne se souciait des retours. Il se souciait simplement qu'un fils de mécanicien puisse poursuivre son rêve et tenir une promesse faite à sa famille. Lorsque Philfix a finalement atteint une version bêta que je pouvais montrer, j'ai ressenti la même excitation qu'après avoir réparé un pneu crevé. La différence, c'était la rapidité. Au lieu d'un écrou de roue serré, le succès se traduisait par une notification sur l'écran d'un agriculteur confirmant que sa charrue avait été révisée 6 mois auparavant. J'ai fait une démonstration à Monsieur Johnson, qui possédait 20 hectares de maïs et une demi-douzaine de tracteurs. Il a tapé sur l'interface avec ses doigts calleux fredonnés en marquant une tâche de maintenance terminée. Simple, dit-il, mais ça pèse lourd en diesel. Il me tendit un billet de $20. J'ai refusé, lui serrant la main, me sentant plus récompensé que si j'avais vendu pour $1000 de pièces. La nouvelle s'est répandue au-delà de Willow Bend. Un petit investisseur du siège du comté m'a contacté après avoir repéré une mention dans la Willow Bend Gazette d'un journal local concernant un codeur de tours mécaniques. Il voulait rencontrer l'homme qui veut faire gagner du temps et de l'argent aux agriculteurs. Je l'ai rencontré dans un café en ligne du quartier voisin de Riverton, jonglant avec un thermos de soupe Mrs. Grant sous un bras et mon ordinateur portable sous l'autre. Il portait un blazer qui coûtait probablement plus cher que mon camion et parlait jargon de la mise à l'échelle de l'acquisition d'utilisateurs. Mais je l'écoutais, hochant la tête comme si je parlais de capital risque depuis ma naissance. À la fin de la réunion, il a offert un financement suffisant pour couvrir les coûts de développement de l'année suivante. Je lui ai serré la main de la même manière que j'avais serré celle de Monsieur Johnson et j'ai senti le poids des possibilités s'abattre comme neige au soleil. Le toit, silencieux, doux et plein de promesses. De retour au loft, j'assis Clara au plan de travail ébréché, entre le bol de soupe et le sac à langer. On a réussi, dis-je d'une voix tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent et des larmes de surprise, de soulagement, perlèrent sur ses joues. Elle prit mon visage dans ses mains, le bout des doigts captant la lumière. Marc, murmura-t-elle, tu as réussi. Elle y croyait. Et à cet instant, j'y croyais aussi. Nous avons enregistré Clinch comme SARL, acheté un bureau de bout d'occasion pour le loft et commandé des cartes de visite imprimées sur du papier épais. Le loft, autrefois refuge d'un jeune couple effrayé, sentait maintenant l'opportunité. Noah, quant à lui, était devenu notre gag récurrent. Directeur technique junior. Il rampait jusqu'à mon clavier, pinçant les touches comme pour corriger les efforts de son père, puis applaudissait lorsqu'un message de console affichait « Succès ». Lorsqu'il apprit à lire, il oublia les livres d'images et s'attaqua au bout de code en haut du manuel de programmation de Clara. À 3 ans, il insistait pour porter de minuscules lunettes de sécurité lorsque je soudais des circuits imprimés dans le salon. Je lui dis qu'un jour, il concevrait ses propres applications et câblerait ses propres robots. Il rayonnait, les ongles plantés dans mon pouce, les yeux remplis de malice et de fierté. Nos nuits restent courtes. Parfois, je m'effondrais sur le matelas, la bouche pleine de chocolat chaud et de vapeur de soudure, tandis que Clara étudiait des plans d'affaires pour son master en éducation. Elle prévoyait d'animer des ateliers d'alphabétisation, rêvant d'apporter l'apprentissage numérique aux enfants des zones rurales comme j'avais apporté la maintenance numérique à leurs tracteurs. Ensemble, nous avons esquissé des objectifs à long terme sur des serviettes en papier et au dos de tickets de caisse, un bureau plus grand, une équipe de codeurs, un pôle technologique local où les agriculteurs pourraient venir se former gratuitement. Cela semblait audacieux, comme s'attendre à ce que l'huile moteur coulant montait. Mais Audacity nous avait menés jusqu'ici. Le tournant est survenu un matin de printemps, lorsque l'application a dépassé les 10 000 téléchargements et que le nombre d'utilisateurs actifs a augmenté comme le soleil levant sur les champs de blé. J'ai tenu la main de Clara pendant que nous regardions en direct. Analyse, sessions actives, nouvelles inscriptions, interventions de maintenance enregistrées. On y va, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Notre fils trottinait entre nos pieds, poursuivant un camion jouet, inconscient de la révolution qui se déroulait sous nos pieds. Je m'agenouillai, le soulevai et embrassai ses cheveux au vent. Il rigola, serrant mon col,
un rappel vivant de nos débuts. Je changeais encore l'huile de mon pick-up. C'est devenu un rituel, une pierre angulaire de nos débuts. Les mains d'un mécanicien apprenant le code. Un boulon, une ligne à la fois. Clara et moi avons fondé Kleintech dans un loft du centre-ville qui sentait le plaque de plâtre et le potentiel. Mais chaque soir, nous retournions à nos racines. Tasse à café sur les plans de travail éraflés. Babyphone crépitant au doux souffle de notre fils. Manuels scolaires empilés pour les cours du lendemain. Le sommeil reste une rumeur, certes, mais l'ambition est notre témoin. Et tandis que je berce Noah d'une main pour l'endormir et que je consulte les commentaires des utilisateurs de l'autre, j'ai réalisé que la nécessité n'avait pas seulement donné naissance à une application. Elle avait donné. Assurer l'avenir de notre famille. Un circuit et un rêve tenace à la fois. Les années passèrent comme les pages d'un roman bien ficelé. Et un matin de printemps, je me retrouvai devant la ferme de Riverview, qui n'était autrefois qu'une simple grange délabrée. Clara gara mon pick-up dans l'allée de gravier et coupait le contact, écoutant le ruissellement régulier de la rivière en contrebas et le murmure du vent dans les plates-bandes fraîchement plantées. Les poutres poussiéreuses de la grange avaient été remplacées par un bardage en planches blanchies à la chaux, un porche enveloppant désormais soutenu par de solides colonnes, et la structure entière couronnée de panneaux solaires qui scintillaient comme des pièces d'argent au soleil. J'appuyai la paume contre la porte d'entrée, lisse, fraîchement peinte, portant l'inscription Kleintech Farm, et ressentis une vague de fierté si intense qu'elle faillit me faire reculer. Nous y étions parvenus. Nous avions repensé nos vies, circuit après circuit, et cette maison, au lieu d'une grange délabrée, en était la preuve. À l'intérieur, le salon ouvert m'accueillit avec de larges fenêtres. Plancher en planches importées de chêne récupérées, poncées et teintées à la main par des artisans locaux. Clara se tenait près de la fenêtre, vêtue de son cardigan d'étudiante diplômée, carnet à la main, tandis qu'elle prenait des notes pour son prochain cours en ligne sur l'alphabétisation rurale. Noah, maintenant âgé de 4 ans, s'élançait dans les rayons du soleil avec l'énergie débordante que seul un enfant de soupe aux choux et de tutoriels de code pouvait posséder. Il s'arrêta pour me montrer sa dernière conquête musicale sur le piano droit cabossé déniché dans une vente immobilière. Un prélude de Bach qui résonnait dans la pièce tandis que notre sauveuse Daisy hurlait joyeusement. J'ai ressenti le besoin familier de me mettre sous le capot de quelque chose pour bricoler et ajuster, mais au lieu de cela, j'ai fermé les yeux et j'ai simplement écouté. Les notes, le vent, la rivière. C'était un orchestre de la vie que nous avions construite. Clara se retourna et croisa mon regard, ce sourire chaleureux et constant reflétant la lumière ambrée de la fin d'après-midi. Elle posa son carnet et traversa la pièce à pas doux. « Viens voir », dit-elle en passant son bras sous le mien. Nous avons marché ensemble jusqu'à la cuisine où un pot de ragoût de légumes bouillonnait sur une île de bouchées polies et des pots de confiture locale bordaient les étagères. Une rive de porte en verre s'est ouverte sur le porche où nos tomates patrimoniales ont lutté dans des lits surélevés et des vignes de courges ont rampé vers le soleil. C'était plus que la beauté. C'était de la subsistance, la preuve que le sol sous nos pieds pouvait provoquer une nourriture si vous le fasciniez avec soin et communauté. J'ai glissé sur un tabouret sur l'île tandis que Clara a loué du ragoût dans des bols. Alors que je prenais la première cuillerée, sa chaleur et sa saveur m'ont frappé différemment de toute soupe au restaurant. C'était le produit de main qui ne connaissait autrefois que de la graisse et des engrenages transformés en autre chose. Rappelez-vous quand la soupe a dû venir des mains de Madame Grande dans la fente de courrier? J'ai demandé, et le rire de Clara portait à la fois la nostalgie et la gratitude. Oui, répondit-elle. Et chaque bol avait un goût d'espoir. J'ai hoché la tête, en pensant aux nuits que nous avons survécues sur cette soupe et cette décoffre gratuite, des innombrables heures que j'ai passées à déboguer le code au lieu de patcher les moteurs. Le passé était une série d'ornières, mais ces ornières nous avaient conduits à cette table. Plus tard, j'ai fait visiter Clara mon endroit préféré, un loft converti au-dessus de ce qui était le Barnoft. C'était maintenant mon atelier, équipé d'un banc de laboratoire pour la soudure des circuits imprimés, des étagères bordées de pièces de rechange et une banque de moniteurs affichant les données d'utilisation de l'application de maintenance de la ferme qui avait financé cette ferme. La lumière du soleil s'est renversée à travers des puits de lumière, illuminant les beaux mosses de la sciure et du flux de soudure qui dansait dans l'air. J'ai couru mes doigts sur un prototype de drone conçu pour enquête sur les rendements des cultures, un projet parallèle né d'une ambition agitée. Clara m'a regardé avec fierté dans ses yeux. Et pendant un moment, j'ai ressenti le plus humain que je jamais été. De même, mécanicien et technologue, mari et père, rêveur et fait. Ce soir-là, nous avons organisé un petit rassemblement sur le porche, les voisins et les investisseurs.
dessinée par la curiosité et le péché du ragoût cuisinant sur un poêle au feu de bois. Les Davenport sont arrivés, sont plus doux maintenant, les yeux sans surveillance alors qu'il montait sur la terrasse Flaxton. La main de Gérald trembla alors qu'il atteignit la balustrade, et le regard de Myriam s'attarda sur le réseau solaire comme le culte. Mais au lieu de l'attention, il y avait des rires. Clara guide Madame Davenport et choisissant une usine de tomates à ramener à la maison. Gérald s'émerveille de la démonstration du piano de Noah. Et les investisseurs échangent des histoires avec des agriculteurs locaux sur l'application qui leur avait permis de faire économiser des temps d'arrêt et des centaines de dollars de coûts de réparation. Les lumières du Porsche scintillaient au-dessus de la tête comme des constellations que nous avions revendiquées comme les nôtres. Et j'ai réalisé que chaque boulon tournait et que chaque ligne de code écrite avait abouti à ce cercle de communauté tissé autour de nous. Lorsque les invités sont partis et que le ciel nocturne s'est installé dans Deep Indigo, Clara et moi nous sommes assis sur la balançoire du Porsche, Daisy bouclée à nos pieds. J'ai enroulé un bras autour de ses épaules et elle posa sa tête contre la mienne, sentant les cheveux légèrement de ragoût et de fleurs sauvages du jardin. Nous l'avons fait, dit-elle doucement, voix épaisse d'émotion. J'ai hoché la tête, trop vidée pour les mots, alors j'ai simplement serré la main. Dans l'obscurité, les lumières solaires du manoir de la grange tournent une douce lueur à travers les lits de jardin et sur la rivière au-delà, où le clair de lune dansait sur la surface de l'eau. C'était une balise, un symbole de tout ce que nous surmontions, le tollé du jugement, la mouture de nécessité, les doutes qui hantaient autrefois mon sommeil. J'ai fermé les yeux et pris un souffle stable. Plus un mécanicien piégé dans la boucle de graisse et de grillons. Je suis devenu plus que mes débuts. Ici, dans le manoir qui était autrefois une grange, nous étions des architectes de notre propre vie, transformant les ornières en fondations et en câblant les rêves en réalité. Et alors que le souffle de Clara s'est placé dans le rythme du sommeil à côté de moi, je me suis promis que je ne laisserai jamais le passé rediriger notre avenir. Les os des granges avaient été transformés, tout comme nous. Dans cette maison au bord de la rivière, nous avions trouvé non seulement un abri, mais à la maison, et avec lui, la liberté de devenir tout ce que nous étions censés être. L'air du matin était croustillant lorsque je suis monté sur le porche, la collecte de gravier a toujours à l'eau avec le gel depuis le froid de la nuit. Clara était déjà sortie par les lits surélevés, rentrant dans des semi-Tinder sous une couche de paille. Noah, emmitouflé dans une combinaison de neige rouge vif, s'est effondré autour de Daisy sur la pelouse comme une tornade miniature. Pendant un moment, j'ai ressenti la douceur de notre vie ici dans la ferme Riverview. Jusqu'où nous venions de ce grenier exigu et à quelle profondeur le sol de la communauté avait pris racine en nous. Ensuite, le moteur grogna le trajet, une note de basse traversant la mélodie de l'oiseau, et j'ai senti ma poitrine se resserrer. Une berline Mercedes noire s'est arrêtée à côté de mon pick-up, sa surface polie reflétant les fenêtres de la ferme et les panneaux solaires comme les sentinelles. Jumelles. J'ai reconnu la voiture avant l'ouverture des portes. Il appartenait à Gérald Davenport. Mon cœur battait plus vite alors que la porte arrière s'ouvrait et que les parents de Clara, plus âgés maintenant, entraient sur le porche. Le visage de Myriam était plus pâle que je ne me souvenais, et ses boucles soigneusement arrangées avaient grisé sur les bords. Le costume de Gérald semblait l'avoir serré plus fort que le confort le permettait. J'ai avalé une vague de vieille colère, la façon dont il nous avait chassés, mais j'ai ensuite attiré l'attention de Claire sur la cour. Elle est restée plus droite, Chin a soulevé chaque pouce le partenaire que j'aimais, et je me suis laissé tomber les épaules, me rappelant que cette visite était son choix. J'ai grimpé les marches pour les rencontrer, Noah s'accrochant à ma jambe et agitant un poing mitaine. J'ai tendu la main à Gérald en premier, ne sachant pas s'il l'accepterait, et il a saisi le mien avec une force surprenante. Ses yeux scintillaient alors qu'il prenait la ferme. Le Porsche Swing où Clara et moi avions chuchoté des rêves sous Starlight. Le réseau solaire fredonnant bas sur le toit. Les rangées soignées de légumes qui se sont affinées comme un artiste. Mon souffle était attelé en réalisant qu'il voyait chaque marqueur de notre succès. Preuve que nous n'avions pas simplement survécu. Nous avions prospéré. Bonjour, dis-je, voix stable. Malgré le tourbillon dans mon estomac, Gérald s'éclaircit la gorge. Bonjour, Marcus. Il jeta un coup d'œil à Clara, qui les approchait avec Noah se déplaçant à ses côtés. Le regard de Myriam s'attarda sur les joues roses de Noah et l'écharpe tricotée Clara l'avait fait. Elle tendit la main, hésita et brossa un doigt sur sa mitaine. Il a tellement grandi, a-t-elle dit, voix petite. Clara sourit, offrant à ses parents un aperçu de la femme confiante qu'ils ont essayé de briser. Il est en bonne santé et fort, a-t-elle répondu. Tout comme son papa.
Je les ai conduits à l'intérieur de la cuisine où le pêcher de pain fraîchement cuit enroulait dans l'air. Clara a fait signe à la table avec des tasses de cidre chaud et des bols de flocons d'avoine, et Myriam s'est assis immédiatement, des coudes sur le bois comme s'il revendiquait sa place. Gérald plana près du garde-manger, regardant Noah pousser des cuillerées de bouillie dans sa bouche avec enthousiasme. J'ai rempli leur tasse et j'ai glissé dans une chaise en face de Clara, sentant les échos du jugement qui était autrefois si lourd entre nous. Mais cette fois, le poids était différent. Tempéré par le respect gagné par des difficultés, par un mariage testé et prouvé incassable. Alors Gérald a commencé à se débarrasser de la gorge. Nous voulions voir comment vous allez. Ses yeux se sont éloignés des panneaux solaires encadrés par la fenêtre de la cuisine. La ferme Clinch Farms? J'ai hoché la tête. Oui, monsieur. Nous avons pris les os de grange et les avons réutilisés. Lit surélevé solaire, œuvre. J'ai fait signe par la fenêtre. Claire organise des cours en ligne pour l'alphabétisation rurale maintenant, et j'ai mon atelier à l'étage. Nous pilotons également les drones agricoles d'ici. Le front de Gérald se fronça. Drone, résonna-t-il comme si le mot avait un goût étranger sur sa langue. Clara se pencha en avant. Oui, nous avons testé une cartographie à distance pour aider les petites fermes à surveiller la santé des cultures. C'est révolutionnaire pour des endroits comme Willow Bend. Myriam a posé sa tasse et a étudié le visage de Clara. Vous avez tous les deux fait tout cela. Les mains de Clara se sont repliées. Nous avons fait avec un soutien communautaire. Oui, mais ça a commencé avec nous. Je n'en ai jamais douté. La bouche de Myriam a tremblé et j'ai senti les excuses derrière sa posture rigide. Je suis désolé, murmura-t-elle, les yeux brillants. Nous étions hâtifs de juger. Clara hocha la tête, calme mais inflexible. Merci d'avoir dit ça. Je me penchai en arrière, surprise par la sincérité dans sa voix. À l'extérieur, le vent a secoué les vitres, mais à l'intérieur de l'air s'est réchauffé avec un pardon tacite. Gérald s'éclaircissa à nouveau la gorge, regarda dérivant vers le plancher en bois poli que Clara s'était réaffiné. Je vous ai sous-estimé, a-t-il dit tranquillement. Je pensais que vous auriez du mal. Sa voix vacilla. Je lui ai donné de la place pour terminer. Sans privilège, sans connexion, il a rencontré mes yeux. Mais vous avez construit quelque chose d'extraordinaire. Une pause suspendue entre nous, la bourse et le développement. Le nom de Clara est le vôtre, pour soutenir les étudiants qui n'ont pas les moyens pour l'enseignement supérieur. Porte de salon, rebondissant avec enthousiasme. Appelé, pointant des i, qui délimit en rond. Le rire a éclaté autour de la table, une mélodie que nous n'avions pas entendue depuis des années. Léger, pardonnant, plein d'espoir. Plus tard, alors que les Davenport se préparaient à partir, je les ai promenés à leur voiture. Noah a perché sur ma hanche. Gérald m'a serré la main, plus ferme cette fois, et a dit, je suis fier de vous deux. Myriam a pressé sa joue contre Clara et a chuchoté, bienvenue à la maison. Le moteur ronronnait la vie. Et comme il s'éloignait sur la campagne de gravier, j'ai senti le sol se déplacer sous moi, non pas avec des tremblements de peur ou de jugement, mais avec la promesse d'une nouvelle compréhension. J'ai ramené Noé dans la ferme, se développant de la chaleur dans ma poitrine. Clara suivit, frottant les flocons de neige de mes épaules. Nous nous tenions près de la fenêtre, regardant la Mercedes disparaître autour du virage. Cela s'est bien passé, dis-je, voix surpris même à mes propres oreilles. Clara sourit, les yeux brillants de soulagement. Ça l'a fait, a-t-elle accepté. Et ce n'est que le début. Je l'ai tiré dans une étreinte, Noah riant contre mon épaule, Daisy tissant entre nos jambes. Le gel sur le porche fondait sous le soleil levant, et je savais que les fantômes non invités à notre porte avaient finalement retrouvé leur chemin. Le salon ressemblait toujours au cœur de notre maison, un espace de soleil où l'horizon de possibilités s'étendait sur chaque planche soigneusement peinte. Cet après-midi, la lumière dorée a incliné à travers les grandes fenêtres, illuminant notre fourrure de sauvetage muta et jetant des rectangles chauds sur le plancher de bois franc. Clara se tenait près de la cheminée, les bras repliés, sa posture royale, même dans un pull en tricot doux. Gérald et Myriam étaient assis sur le canapé, des expressions se déplaçant entre la curiosité et la fierté gardée, comme s'ils visitaient un musée dédié au triomphe improbable de leur fille. Noah s'échappe dans la pièce, boucle rebondissant, berçant un circuit de planches à pain qu'il s'était câblé. Quand il a vu ses grands-parents, il s'est arrêté et s'est arrêté. Sur mes genoux, essoufflé d'excitation. Papa,
regarde, s'exclama-t-il, tirant le cou le petit labyrinthe de fils et de LED. Je l'ai soulevé plus près de Gérald. Montre papa, exhortai-je, voix douce. Le petit doigt de Noah a appuyé sur un interrupteur et un anneau de lumière clignota en séquence du rouge au vert au bleu avant le LED final pulsé blanc brillant. La bouche de Gérald s'ouvrit. Pour un battement de cœur. Je pensais qu'il pourrait pleurer. Au lieu de cela, il avala fort, s'éclaircissant la gorge alors qu'il regardait le circuit imprimé. Myriam se pencha en avant, les yeux brillants et plaçait une main tremblante sur Gérald. Il a construit cela lui-même, murmura-t-elle. J'ai hoché la tête. Je l'ai aidé avec la soudure, mais il a compris la logique. Il a été fasciné par les circuits depuis que la thérapie prénatale du docteur Lao a nécessité des capteurs de surveillance dans Uterero. Claire expira doucement. Rappelez-vous cela, papa? La thérapie génique. Celui que vous avez dit coûterait plus cher que vous ne paierez pour un SUV. Le regard de Gérald clignote vers le manteau ou des couvertures de magazines encadrés. Grèce à grand. Clinch est une révolution rurale assis entre les photos de famille. Le titre m'a toujours surpris. Grèce à grand. Je n'aurais jamais imaginé que mon histoire finirait par une impression brillante, et encore moins encadrée dans mon propre salon. Gérald s'éclaircit à nouveau la gorge, Gaz se déplaçant vers le certificat sur le manteau à côté des magazines. Noah Marcus Klein, né le 15 janvier 202 récipiendaire de thérapie génique prénatale. Le journal portait un sceau en relief de la clinique du docteur Fiona Laos et une note manuscrite détaillant le traitement de 2 millions de dollars financé par le premier tour de capital risque de Klein Tech. Il a lu les lignes à haute voix, la voix tremblante, la thérapie génique prénatale d'Honor financée pour corriger une carence métabolique. Le traitement coûte 2 millions de dollars entièrement payés par Clinch. Il leva les yeux écarquillés comme si les mots avaient sauté de la page et l'ont frappé dans la poitrine. Myriam a impressionné un mouchoir à ses lèvres. 2 millions de dollars? Elle souffla. Clara s'avança, Chin se leva. Cette thérapie lui a sauvé la vie, maman, a-t-elle déclaré. Sans cela, il n'aurait probablement pas fait son premier anniversaire. Gérald a coulé dans le fauteuil comme si le poids de cette somme reposait sur ses épaules. Comment cela est-il possible? A-t-il demandé à aider les communautés rurales? Qu'oubliait le docteur Lao et le procès prénatal qui a assuré la santé de Noé. Broding. Ensemble, dit-elle doucement. Des ornières et des roses au circuit et à l'espoir, je me suis effacé la gorge, à m'agenouiller à côté de Myriam. Papa, j'ai commencé à voir l'interface à afficher des alertes en temps réel pour les fermes locales. Frottait-il doucement le sol, enterrant son visage dans ses boucles. Je suis vraiment désolé, murmura-t-elle à Clara, la voix étouffée. Clara plaça une main douce sur son épaule. Merci, elle a répondu. Nous faisons tous des erreurs, maman. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons ensuite. Je me levai et me dirigeai vers le manteau, soulevant la couverture du magazine encadré. Sur sa surface brillante, mon visage rayonnait, des mains calleuses pliées en toute confiance, un mécanicien arborant une chemise croquante pour la séance photo. J'ai tracé les lettres du titre, puis je me suis retourné et j'ai tenu le cadre à Gérald. Tu devrais en avoir un, ai-je proposé. Cela fait partie de notre histoire ensemble. Il baissa les yeux sur la photo, puis a rencontré mes yeux. Lentement, il tendit la main et prit le cadre, le serrant contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'une lettre de chez elle. À l'extérieur, le vent a dérivé devant les fenêtres. Mais à l'intérieur du salon, le temps s'était installé dans un nouveau rythme, celui de la réconciliation, de la fierté et du but partagé. Clara était assise à côté de sa mère, frottant une mèche de cheveux du front de Noé. Je me tenais à côté de Gérald. Nous sommes tous les deux impairs par la petite carte de circuit imprimée dans la main de Noé, le symbole le plus tangible de la mesure où nous arrivions. Une fois que notre relation a été définie par le jugement et la division, il a maintenant été défini par l'amour et la collaboration. Alors que la lumière de l'après-midi s'estompait au crépuscule, j'ai rapproché Clara, posant mon menton sur sa tête. À ce moment-là, avec les grands-parents transformés en alliés et l'avenir de notre fils brillant avec possibilité, j'ai réalisé que la vraie révélation du salon n'était pas la technologie ou la thérapie. C'était le remodelage du récit de notre famille du rejet à l'acceptation, de la pauvreté à la prospérité, et des ornières aux roses et maintenant au circuit qui clignait des yeux avec la promesse de demain.
L'air de notre cuisine était lourd avec l'odeur du pain frais et la tension des émotions tacites alors que les larmes de Myriam laissaient des traces humides sur ses joues et Gérald regardait le circuit imprimé dans ses mains comme si c'était la clé d'un autre monde. Clara se tenait à côté de moi, les bras pliés sur sa poitrine, les yeux clignotants comme du silex. Dans ce silence chargé, j'ai senti les fils fragiles de pardon, la possibilité de guérir suspendue entre nous comme une toile d'araignée, attendant que quelqu'un reconnaisse sa force. La voix de Myriam tremblait en se levant, atteignant une chaise. Centilitre Marcus s'arrêta TL, jetant un coup d'œil à son mari, dont la posture s'était raidie dans un effort pour contenir son propre chagrin et sa fierté. Je suis vraiment désolé de douter de vous. Pour avoir douté de nous. Ses excuses étaient crues, le genre qui a décollé des couches de regret. La mâchoire de Clara s'est resserrée. Je pouvais presque voir le calcul dans son esprit, que ce soit pour accepter ou retenir. Enfin, elle s'avança, regarda stable. Elle a dit, à voix basse. Nous apprécions vos excuses. Mais le pardon n'est pas juste des mots. Couverture du magazine. Notre éducation ou nos finances, et une reconnaissance de Clara et de mes rôles égaux dans la prise de décision. Papier vers moi avec un signe de tête. J'ai pris le stylo et ajouté une clause en bas. Monsieur Gérald Davenport établira et financera entièrement une bourse technologique à l'école secondaire Willow Bend, offrant au moins de prix de $5 000 par an aux étudiants qui poursuivent les domaines STEM, quelle que soit la formation financière. Mon écriture était à la fois petite et balayante, une insistance tangible pour que les erreurs passées stimuleraient les opportunités futures. Clara me jeta un coup d'œil, un scintillement de fierté dans ses yeux, et a rabordé les bras plus serrés comme si elle embrassait chaque mot de cet engagement. Myriam tendit la main, plaçant une main tremblante sur le bras de Gérald. « Gérald, as-tu » Sa voix craquait la réalisation de ce qu'il avait fait. « Vous offrez une bourse » Il hocha la tête, face solennelle. « Je le dois à cette communauté et à ma petite-fille, pour m'assurer que des enfants comme elle et Marcus en ont l'occasion. Je les ai presque niés. » Il se tourna vers moi, Chin se leva. « J'espère que cela va dans une certaine façon d'écrire les torts de notre passé. » Clara se pencha en avant, sa voix plus douce maintenant. « Merci, papa. Cela signifie plus que vous ne le savez. » Avec l'engagement signé et la clause de bourse ancrée sous nos signatures, Clarisse, la mienne et Gérald, la salle a expiré collectivement. Même Daisy, bouclée au foyer, souleva la tête comme en sentant le changement. J'ai ressenti une vague de soulagement et de justification. Ce fut le véritable test de la réconciliation, pas seulement des excuses échangées, mais des engagements significatifs pris. Nous avions recablé non seulement nos obligations familiales, mais le cadre même de l'opportunité et de Willow Bend. Myriam a atteint la main de Clara en premier. Ses doigts tremblaient comme des feuilles d'automne. « Je promets d'apprendre, de vous respecter tous les deux », a-t-elle dit, gaz fixé sur sa fille. Les yeux de Clara s'adoucissaient alors qu'elle serra la main de sa mère. Je m'avançai, tendant ma main à Gérald. Il a pris cela ferme et résolu, la poignée scellant l'alliance. « Bienvenue à la famille », dis-je tranquillement. Dans les semaines qui ont suivi, notre maison bourdonnait d'activités qui semblaient festives plutôt que tendues. Myriam a commencé à faire du bénévolat dans les ateliers d'alphabétisation de Clara. Ses salutations de Miss Davenport guindaient laissant la place à une chaleur authentique alors qu'elle lisait des histoires aux enfants dont les yeux se sont allumés à chaque tour. Gérald a rencontré la commission scolaire, esquissant les critères de bourse et les processus de sélection, me demandant des commentaires sur la meilleure façon d'identifier les étudiants traitant mais sans ressources. Il a pris des notes comme si elle apprenait une langue qu'il avait rejetée, sa voix animée dans les discussions sur les camps de codage et les programmes de mentorat. Jamais il n'a fait une remarque condescendante sur mon manque de diplôme universitaire. Au lieu de cela, il a posé des questions sur la complexité algorithmique et les mesures d'engagement des utilisateurs. Un samedi matin croustillant, Clara et moi avons organisé une petite cérémonie à l'auditorium du lycée. Le directeur a présenté Gérald et moi en tant que cofondateurs de la bourse Davenport Klein STEM. J'ai regardé nerveusement ajuster sa cravate avant de lire le nom du premier récipiendaire de la bourse. Marisol Jiménez, une personne âgée animée dont la mère célibataire a travaillé 2 emplois pour garder les lumières allumées. Marisol a pris la scène, des larmes brillant dans ses yeux alors qu'elle acceptait le chèque et secoua la main de Gérald. Le public a éclaté en applaudissements qui résonnaient à travers les chevrons, une symphonie d'espoir faisant écho au tonnerre qui avait autrefois rugissant sur le porche Davenport. De retour à la ferme plus tard dans la journée,
Clara et moi nous sommes tenus sur le porche avec des tasses de cidre, le soleil de fin d'après-midi tournant le ciel rose et l'or. Noah chassa Daisy à travers la pelouse, des rires traînant derrière lui. J'ai rapproché Clara et chuchoté, nous l'avons fait. Elle sourit, pressant sa joue à la mienne. Nous avons recablé notre passé, a-t-elle déclaré. Et maintenant, nous allumons la voie aux autres. J'ai alors réalisé que les termes du pardon ne visaient pas seulement à restaurer les ponts cassés. Ils visaient à construire de nouvelles routes. Clara et moi avions navigué sur la trahison et l'exil pour forger un avenir qui privilégiait l'amour, le respect et l'opportunité. Gérald et Myriam avaient franchi la porte, sans invitation au début, mais ont gagné leur place par l'humilité et l'action. Et au cœur de Willow Band, la bourse que nous avions mise en mouvement portait de nouveaux fruits. Les élèves dont les jours les plus brillants se gissent, déchargés par le poids du doute ou du manque. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, nous avons regardé notre soleil se dérouler vers une rangée de lumières solaires brillantes, des symboles de l'énergie que nous avions exploitée ensemble. J'ai serré la main de Clara, la chaleur de sa poignée me gênant. À ce moment-là, j'ai compris que le pardon n'était pas une fin, mais un début, une étincelle qui pourrait allumer un changement bien au-delà de notre ferme. Et alors que les premières stars clignaient des yeux, j'ai chuchoté une promesse à la nuit. Nous ne laisserions jamais les fils de nos courtisqueurs passer le potentiel électrique de demain. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que les Davenport ont franchi le seuil de pas provisoire et de cœur lourd. Et maintenant, ils sont revenus en portant des tartes au lieu d'accusation. En cet après-midi croustillant de novembre, la ferme sentait la casserole rôtie de dinde, de sauge et de patates douces, une symphonie d'arômes qui annonçait plus qu'un repas. Ils ont signalé un nouveau chapitre de notre histoire. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, le cœur martel comme Gérald et Myriam sont entrés à l'intérieur, chacun serrant un plat enveloppé dans un chiffon tissé. Ils sourirent maladroitement, les yeux scannant la pièce pour des signes familiers de confort plutôt que des conflits. Clara les salua avec une étreinte chaleureuse, ses joues brillantes et j'ai senti ma poitrine se détendre. C'était le moment où j'avais attendu. L'aboutissement de mois d'ornières et de roses, de circuits et de promesses distillées en un seul rassemblement autour de notre table de ferme récupérée. Noah, vêtu d'un petit nœud papillon, que Clara avait insisté, se faisait passer entre les chaises, arrangeant l'argenterie avec le sérieux d'un hôte chevronné. Il s'arrêta à la tête de la table, se tourna vers ses grands-parents et annonça d'une voix à la fois fière et légèrement grinçante, « Papa, connaissez-vous Madame Loho ?» Gérald gloussa à la question, un son que j'avais rêvé d'entendre. Et Myriam se pencha en avant. Fasciné, Noé leva les mains comme un jeune professeur, s'arrêtant pour effet, puis proclame, la tension est égale à la résistance au temps actuel. Il a fait un geste vers la pièce maîtresse décorative des feuilles d'automne. Donc, si vous avez une résistance plus élevée, vous avez besoin de plus de tension pour obtenir le même courant. C'est comme la façon dont vous avez besoin de plus de poussée sur le swing s'il est coincé dans la boue. Clara et moi avons échangé un look, des parties à parts égales et une fierté, tandis que Daisy se prélassait sous la table, la queue remuant à la présentation sérieuse de Noé. Gérald s'est glissé dans le siégeant. Face de moi, posant son plat de tarte au pacane avec un sourire satisfait. Il atteignit la table, capturant ma main dans les siennes, et nos yeux se sont rencontrés sur la lumière chaude des bougies. Tout a meilleur goût avec la compréhension, a-t-il dit tranquillement. Sa voix était stable, sans surveillance. Un grand cri du rugissement grâlement qui nous avait une fois chassés. J'ai serré sa main, ma gorge serrée. Merci d'être ici, répondis-je, voix basse. Clara, assise à côté de moi, se brossa les cheveux derrière son oreille et me regarda. Sa main glissa sous la table, trouvant la mienne, et elle chuchota, rien de tout cela sans toi, Marc. Les mots frissonnaient à travers moi, une confirmation que notre voyage valait chaque nuit blanche et chaque saut de foi. Autour de nous. La conversation coulait comme un courant doux. La belle-fille de Madame Grant, Pénélope, nous avait rejoints à l'invitation de Clara, partageant des histoires sur les nouvelles caritatives de la quincaillerie, et l'oncle Toby a appelé depuis son téléphone, incapable de quitter le travail, mais d'envoyer son amour par des bulles de texte. Les Davenport écoutaient et riaient, dénouant des blagues sur les équipements agricoles et les amendes de la bibliothèque, comme si le golf entre la fille du banquier et le singe de Grèce n'avait jamais existé. Clara a versé du vin pour Myriam, ses doigts brossant le sien, et j'ai regardé la transformation du visage de Myriam, du scepticisme gardé à un véritable délice. Elle se pencha en arrière sur sa chaise et soupira. C'est exactement ce que les dîners de famille devraient ressentir. Alors que le plat principal passait et que des bols de relish au canneberge faisaient leur tournée,
j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre aux lumières solaires clignotant le long du chemin du jardin, vers d'où des impulsions qui ont fait l'écho au rythme cardiaque de notre maison. Chaque vol représentait un investissement dans la durabilité, un clin d'œil aux valeurs que nous avions construites. Travail acharné, ingéniosité et communauté. Les lames des légumes de lit surélevés se balançaient dans le vent, un témoignage de la rédemption du sol, tout comme notre famille avait trouvé la sienne. Au-delà de la lueur du porche, la rivière scintillait sous la lune montante, un rappel constant des courants qui nous avaient transportés ici. Noah, ayant poli sa tranche de tarte, sautait sur sa chaise et atteignit le clavier miniature que j'avais mis à la fin de la table. Il a exploité une mélodie simple, un didi impromptu qui a mélangé la rime de pépinière à l'enthousiasme d'ingénierie. Ses doigts ont dansé à travers les clés, et lorsque la note finale s'attarda dans les airs, Gérald applaudit doucement, ses yeux brillants. Encore, demanda-t-il, la voix ludique. Noah a été lancé dans une reprise de Twinkle, Twinkle, Little Star, improvisant des métaphores électriques entre des versets comme un circuit brillant. Rire renversé autour de la table, sans retenue et authentique, et j'ai senti une chaleur se déposer dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la dinde. J'ai regardé Clara, m'émerveillant contre la femme qui m'avait appris à rêver au-delà de la baie du mécanicien. Elle a rencontré mon regard et a haussé un sourcil, en silence, m'invitant à savourer ce moment. Je me penchai plus près et murmura. Nous l'avons fait. Son sourire s'élargit et elle plaça sa tête sur mon épaule. Le recablage du passé était le circuit le plus difficile à ce jour, elle a chuchoté. J'ai hoché la tête, avalant un morceau d'émotion. Mais c'est celui qui allume tout. Alors que les plaques de dessert étaient dégagées et que les tasses à café remplies par Madame Davenport elle-même, un renversement de rôle qui aurait semblé impossible il y a un an, la conversation s'est tournée vers les plans de l'année prochaine. Gérald a parlé du tutorat bénévole lors de l'atelier de Clara, et Myriam a demandé comment elle pourrait aider à parrainer la foire scientifique de Noah. Clara a esquissé des idées sur une serviette, une voiture modèle à moteur solaire P, un club de code pour les adolescents locaux, des bourses pour les camps STEM. Chaque proposition a été respectée avec enthousiasme, la pièce bourdonnant d'un but collectif. J'ai alors réalisé que notre table familiale était devenue un point d'appui pour le changement, où les jugements passés ont été transformés en opportunités futures, où le pardon et l'innovation se sont transformés en action. Plus tard, alors que les invités partaient et que la ferme s'est installée dans un silence confortable, j'ai guidé Clara et les Davenport vers le porche, l'air net portant la rémanence des rires partagés. Daisy les a accueillis avec une queue agitée, et Noah a insisté pour leur montrer le jardin s'allumer de près. Ensemble, nous avons marché le long du chemin. Les LED pulsent régulièrement comme le rythme de notre voyage. Persistance, connexion, transformation. Les Davenport s'arrêtaient sous la lueur, et Gérald a placé son bras autour de Myriam. Ils se sont tournés vers Clara et moi, leurs visages illuminés par la douce luminescence. Merci, dit Gérald, voix épaisse d'émotion. Pour nous inviter dans votre vie. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais les mots semblaient petits contre l'énormité de la nuit. Au lieu de cela, j'ai pris la main de Clara, et ensemble nous nous tenions dans le doux léger, notre cercle familial complet. Noah, perché sur les épaules de Gérald, a montré les lumières clignotantes et a déclaré, « Regardez, papa, les circuits ne mentent jamais. » Un rire partagé résonna dans le silence de la nuit. Et j'ai réalisé que la boucle de Willow Bend s'était déplacée. Plus un piège, mais un cercle de possibilités dessiné par chaque fil que nous avions posé, toutes les promesses que nous avions tenues. Non pas parce que nous outréons notre passé, mais parce que nous avons recablé son circuit par circuit obstiné dans un avenir que même le tonnerre le plus fort n'a pas pu court-circuiter.